Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Canary Play. Énormément d'actualités cet après-midi. Encore une fois, on va évidemment revenir sur ce match nul assez brièvement entre Nantes et Rennes. Un but partout, c'était vendredi soir du côté de la Beaujoire. On va parler, puisque ce sera le thème de cet après-midi, du centre de formation et de la santé du centre de formation du FC Nantes avec nos deux invités du jour. Et puis évidemment, on voulait commencer ce Canary Play en rendant hommage à un homme, Henri Michel, à l'un des plus grands joueurs en France, bien évidemment, mais surtout du FC Nantes, qui a fait une carrière exceptionnelle au sein de la Maison Jaune. Tout de suite, le premier tweet de cet après-midi, il est signé Hugues Fourage. Immense tristesse d'apprendre le décès d'Henri Michel, extraordinaire capitaine, symbole du jeu à la nantaise. Il m'avait donné envie de jouer au foot. On va justement demander à nos deux invités du jour. On les salue d'abord avec Pierre-Hakim Ougourny. Salut Pierre-Hakim. Salut Anthony. Et puis également avec Jean-Marcel Boudard de Ouest France. Salut Jean-Marcel. Salut. C'est vrai que c'est une nouvelle qui est tombée ce midi. Alors, ça m'a pas trop surpris parce qu'il était atteint d'une longue maladie, Henri Michel. C'est quoi le souvenir que tu peux avoir, Jean-Marcel, de ce joueur et de cet homme? Moi, mon souvenir, je suis né en 75, donc le souvenir que j'ai, c'est le Henri Michel sélectionneur. C'est la Coupe du Monde 86, et puis c'est évidemment l'accrochage avec Cantona quand il le traite de sac à merde. C'est pas forcément ses meilleurs souvenirs. Moi, j'ai vraiment découvert le joueur et l'impact qu'il a eu à Nantes en venant à Nantes et en fouillant dans les archives. Et on se rend compte que c'est un joueur qui aurait eu, dans d'autres années, encore un peu plus une immense carrière qu'il a eue, même s'il est déjà exceptionnel. C'est l'homme d'un club. Et ce qu'on m'a résumé, la vraie réalité, je trouve, c'est le FC Nantes, c'est Henri Michel. Et une fois qu'on a dit ça, on comprend ce que les Nantais peuvent, et les supporters du FC Nantes peuvent ressentir aujourd'hui. Élu légende des légendes du club du FC Nantes lors du 75e anniversaire. Tu es encore plus jeune, toi, Pierre-Hakim. Ouais, je suis un petit peu plus jeune que Jean-Marcel. Un petit peu plus. Je suis né en 93, donc forcément, j'ai pas de souvenir d'Henri Michel joueur. Et ni entraîneur d'ailleurs, parce que ni entraîneur. En fait, le premier souvenir que j'avais d'Henri Michel, la première fois que j'ai entendu parler de lui, j'avais 5 ans, c'était pendant la Coupe du Monde, et parce qu'il était sélectionneur du Maroc. Et je suis d'origine marocaine, donc forcément, même si j'étais jeune, je suivais un peu ça. Mais sinon, après, c'est comme a dit Jean-Marcel, c'est en me documentant, en essayant de voir l'impact qu'a eu Henri Michel que j'ai découvert que vraiment il avait eu une carrière exceptionnelle et que c'était le symbole du FC Nantes. Les symboles du jeu, effectivement, à la nantaise. Ne ratez pas l'édition du 19h ce soir, puisque Patrice Riot, qui a été longtemps son partenaire au sein du FC Nantes, sera notre invité du journal, ainsi que des réactions. Je pense notamment à Bruno Baron-Kelly, Loïc Amis ou encore Gilles Rampillon, qui l'ont parfaitement côtoyé. Voilà, évidemment, on donne toutes nos condoléances à la famille d'Henri Michel pour cette triste nouvelle. On va revenir, nous, sur ce qui a fait l'actualité des Canaries. C'était vendredi soir à la Beaujoire, un but partout entre le FC Nantes et le Stade Rennais, qui se sont donc retrouvés, comme vous allez le voir sur cette photo, dos à dos, et oui, entre Tatarou Sanou et l'un des joueurs rennais, en l'occurrence Bourigeaud. Ça a fait match nul. Alors, une réaction rapide, messieurs, sur ce match. Une nouvelle fois, on disait qu'il fallait que le FC Nantes s'impose pour encore espérer l'Europe. C'est ce qu'on dit depuis chaque semaine. Cette fois, il y a eu un changement de comportement. Ça aurait pu mieux tourner. Ils ont mis les ingrédients pour que ça tourne bien. C'est pour ça que l'issue est, on l'a écrit, cruelle et amère, parce que je pense que sans l'expulsion de Salah, il y avait une telle emprise sur le match, notamment sur la première mi-temps, une telle domination qu'ils avaient tout fait pour que ça se passe bien. Et malheureusement, ce nul-là est encore plus cruel, je pense, que les autres. Surtout Camille, à un moment où il arrive. Camille Autrusso sur Twitter qui nous dit vraiment dommage qu'il y avait la place de faire quelque chose. Trop de cartons bêtes avec un arbitre pas franchement au niveau. Encore du boulot au niveau offensif quand on aurait dû en planter plus. C'est vrai que le FC Nantes peut s'en prendre à lui-même aussi. Ouais, parce que comme a dit Jean-Marcel, le carton a sans doute fait la différence, le carton rouge de Salah. Mais malgré l'expulsion, Nantes n'a pas été mis en danger tout de suite après. Rennes a mis vraiment une grosse pression dans le dernier quart d'heure. Et forcément, on pense tous à cette occasion, cette triple occasion à 25 minutes de la fin, où Iloki, Nakoulma, puis Touré joue pas forcément très bien le coup.
Et il y avait vraiment moyen de marquer ce deuxième but parce que Rennes a pas montré qu'il était vraiment supérieur au FC Nantes quoi, sur cette rencontre-là. Alors de la déception évidemment suite à ce match nul, hein, on va le voir aussi dans le visage des Nantais à la fin de cette rencontre. Même les Rennais étaient un petit peu tristes parce que aussi ils la voulaient cette victoire, ça n'arrange forcément pas grand monde. Il y a eu un garçon qui s'est encore mis en évidence, c'est Thomasson, 5e but de la saison. Alors plus les jours avancent, plus il marque. Bon, plus il s'éloigne du FC Nantes aussi, puisqu'il est en fin de contrat, c'est ce qui est malheureux. Et puis alors, messieurs, vous parlez tous du carton rouge infligé à Emiliano Sala. On joue quoi depuis 30 secondes en seconde période. Il est mérité ce carton rouge finalement. C'est le premier jaune qui est sévère, surtout. Sur le coup de coude. Voilà, c'est le premier jaune qui est sévère. Après, je pense que là, c'est pas non plus une faute énorme, donc elle peut valoir un jaune. Je pense que l'arbitre peut aussi faire preuve d'un peu de psychologie, puisque Nantes, le FC Nantes est rentré au vestiaire avec 4 jaunes, 4 avertissements. Donc c'était pas non plus un match très engagé. Enfin, il y avait de l'engagement, mais normal. C'est pas un match qui oui, mais c'est pas un match qui dérapait. Moi, j'ai trouvé ça sévère. Rennes, les Rennais, surtout James Leasiliki, ont très bien joué le coup en fait en rajoutant sur chaque parce que Leasiliki a fait un très bon match par ailleurs, mais c'est vrai que il avait tendance quand même à en rajouter sur chaque contact. C'est lui aussi qui provoque le carton de Giroto en première mi-temps et il avait tendance un peu à amplifier un peu sa chute. Alors Cyril Lévesque qui nous dit quelle deuxième partie de saison désastreuse pour notre FC Nantes. À 4 journées de la fin, on est plus proche de la deuxième partie de tableau que de la 5e place que nous avions occupée pendant 22 journées. Heureusement qu'il y avait un homme quand même dans cette équipe du FC Nantes qui a un peu sauvé les meubles, notamment sur la fin. C'est Tata Roussanou, hein, le gardien. On a un petit peu dit depuis quelques semaines qu'il était moins bien en 2018 que sur le début de saison. Il a fait un gros match. Il a fait un gros match, comme Nicolas Pallois aussi en défense centrale, qui n'était pas non plus extraordinaire ces derniers temps. Et on a retrouvé le Pallois d'octobre-novembre, sa meilleure période. Mais globalement, le Nantes y était, dans l'énergie, dans le positionnement, dans l'engagement, même dans le jeu. Moi, je les ai trouvés très bons. Et c'est vrai que c'est une rencontre frustrante qui peut laisser beaucoup de regrets, puisque autant Rennes ne fait pas non plus une très bonne opération, mais c'est Nantes qui a besoin de points, beaucoup plus que Rennes. Donc il reste plus que 4 matchs. Il reste plus que 4 matchs. Peter Basket qui nous dit on doit les exploser sur ce match. Rennes était d'une faiblesse abyssale, match complètement tronqué par un arbitrage honteux. On n'ira peut-être pas nous jusque-là. Manque d'efficacité également, malheureusement. Énorme déception. On va regarder ensemble le classement de cette Ligue 1, puisqu'on parlait, et notamment Jean-Marcel, de la fin de ce championnat. L'Europe, c'est vraiment mort là où on est le FC Nantes qui est à 4 points maintenant de Nice à la 5e place. Pour toi, Pierre-Hakim ? Ça fait plusieurs semaines qu'on dit que ça va être plus que compliqué pour le FC Nantes. Mais en fait, la seule... Parce que c'est inconcevable d'être encore en course pour l'Europe en ayant gagné 2 matchs en 2018. Donc si le FC Nantes réussit par miracle à se qualifier pour l'Europe, il le devra à sa première partie de saison exceptionnelle et aussi à la faiblesse relative de ses concurrents. Parce qu'il y a un écart monstre entre... je crois que c'est 19 points, entre Marseille et Nice. Ouais. C'est incroyable. Tous les prétendants à l'Europa League font une saison un peu difficile. La preuve, Saint-Etienne et Bordeaux qui étaient limite largués à la trêve sont revenus dans la course et Saint-Etienne est même très bien placé. Effectivement, on va regarder ensemble les matchs qui restent à disputer pour le FC Nantes. Il y a le déplacement à Lyon, hein, ce sera samedi à 17h, puis à la réception de Montpellier, le déplacement dans le derby à Angers, avant la réception de Strasbourg, qui sera peut-être pas encore sauvé mathématiquement, on verra bien. Mais c'est vrai que ça va être très compliqué pour le FC Nantes. T'y crois, Jean-Marcel, ou quelle place ils vont finir ? Il faudrait 3 victoires sur 4 quasiment pour y être. Puis il y a 3 points de retard, on va oublier la 5e, on va dire que la 6e peut être qualificative avec le PSG. Il y a 3 points de retard. Oui, il y a 3 points de retard, je dis elle peut être. Il y a 3 points de retard sur Saint-Etienne. Donc il faut 3 victoires sur 4 et il y a un déplacement à Lyon et la réception de Montpellier. Donc forcément, c'est très compliqué. Mais mathématiquement, ils sont encore en vie. Ce qui est déjà en soi incroyable. On regarde des performances de 2018. Un miracle. Pareil, même son de cloche. Oui, après,
Nantes peut mathématiquement encore être cinquième. J'ai pas le calendrier en tête des autres équipes. Le calendrier. Compliqué, hein. Nice, c'est 3 déplacements, dont déplacement à Marseille, dont déplacement. Saint-Etienne aussi, très compliqué. Ouais, Après, voilà, entre les déplacements, enfin maintenant tout est compliqué, parce qu'il y en a qui jouent le maintien, il y en a d'autres qui jouent l'Europe. Il y en a certains qui ne jouent quasiment plus rien. Oui, mais après, c'est quand même plus facile de se déplacer chez une équipe qui lutte pour le maintien que chez le 3e ou le 4e, parce que même si la motivation sera là, c'est pas le même niveau en face. Par exemple, Nantes se déplace à Angers. Nantes n'a encore jamais perdu face à Angers depuis qu'Angers est remonté. Je dis pas que là, ça sera pas la fin de série, mais j'espère ne pas être le chat noir. Mais on te rappellera en tout cas. C'est pas un déplacement non plus périlleux, surtout si on compare à celui de Lyon. Ce qui est compliqué aussi, c'est les limites du FC Nantes, puisque les adversaires ou concurrents directs aujourd'hui ont pu aller faire des coups dans des matchs d'opposition directe. Or, le FC Nantes, à part Monaco, je crois, n'a pas pris beaucoup de points contre les équipes qui sont devant lui au classement. Ah bah non, c'est ça le problème. C'est une certitude. Eh bien, on va veiller à ce que le FC Nantes termine bien sa saison du mieux possible, en tout cas, et on va évidemment suivre ce club nantais. On va le suivre également puisqu'on va ouvrir notre chapitre sur le centre de formation et la santé, savoir si la santé est bonne du côté des jeunes qui sont parmi la relève, on l'espère, du FC Nantes. Alors c'est pourquoi j'ai aussi fait appel à vous, messieurs, parce que je sais que vous suivez particulièrement les jeunes du côté du FC Nantes. Alors on va d'abord voir des premières images. C'est évidemment le groupe de N3, la réserve nantaise, hein, qui, on le rappelle, est descendu l'an passé en National 3. C'était l'équivalent donc du CFA2. Ils sont descendus de CFA en CFA2 et donc maintenant ça s'appelle la National 3. C'est un groupe qui est entraîné par Pierre Aristouille, hein. Dans son staff, on le voit, il y a également Willy Grondien, l'ancien gardien du FC Nantes qui s'occupe des gardiens de la N3. Un groupe composé de 23 joueurs, hein, pour Pierre Aristouille. On va commencer à en parler bien évidemment de ce groupe parce que d'abord au niveau du classement, Jean-Marcel, les Nantais sont bien placés pour retrouver la National 2, l'équivalent du CFA. Ils ont 2 points d'avance il reste 3 matchs, je crois. C'est vrai qu'ils ont eu le malheur de tomber à Angers la semaine dernière, sinon ils avaient vraiment un boulevard pour retrouver. C'est une équipe qui a compté jusqu'à 10 points de retard. On les a enterrés en février et aujourd'hui elle est devant Sablé et elle, pour le coup, elle a son destin entre les mains. Donc elle est bien placée évidemment pour retrouver la N2. Ouais. Alors on va reparler de cette équipe aussi avec Pierre Hakim. On va juste vous donner quelques chiffres. Le centre de formation du FC Nantes en 2017-2018, c'est 75 joueurs répartis dans les 4 équipes suivantes. La N3, les moins de 19, les moins de 17 nationaux et les moins de 17 élites. Ce sont des joueurs qui à 90% ont un contrat entre les mains, soit pro, déjà on en reparlera, soit stagiaire, soit aspirant. 90% des 75 joueurs du FC Nantes dans le centre de formation disposent d'un contrat. Autrement, c'est soit une convention, soit un contrat amateur. Et ça rigole déjà parce qu'il y a des problèmes au niveau des contrats. Non, parce que un des joueurs justement du FC Nantes qui fait un peu l'actualité ces derniers jours n'a pas de contrat au FC Nantes. En fait, il est sous convention. Alors, puisque tu commences à en parler, Pierre Hakim, on va évidemment parler de Kamal Baffounta. Kamal Baffounta, c'est ça, qui était à Dortmund, comme l'ont révélé nos confrères de Ouest France ce matin. Il a visité les installations de Dortmund ce week-end. Et voilà, quoi, c'est peut-être un joueur qui va filer sous le nez du FC Nantes. 16 ans, hein, 2002. C'est pour ça qu'on fait aussi des contrats. Le club a plutôt intérêt à faire des contrats. C'est aussi pour protéger sa formation. Donc là, c'est un peu particulier puisque son père est agent et qu'il a tout fait pour venir à Nantes pour avoir la latitude de choisir s'il avait des opportunités ailleurs, ce qui est le cas. Mais ça vient illustrer aussi la grosse pression qui existe sur les jeunes joueurs, particulièrement en France et notamment au FC Nantes. Effectivement, alors on rappelle Kamal Baffounta, donc 16 ans, né en 2002. Il ne possède pas de contrat professionnel, c'est ce que rappelaient les gars sur le plateau, à sa demande. Donc il y a simplement une convention de signer entre le club et le joueur. Et du coup, si je ne dis pas de bêtises, et vous me dites, hein, le Borussia Dortmund va pouvoir, s'il arrive à convaincre le joueur, va pouvoir lui dire de venir jouer pour le Borussia Dortmund pour 0 transfert, si ce n'est les 90 000 euros de convention, d'indemnité de convention de formation. C'est ça. C'est bien ça ? C'est ça. Donc, voilà, j'ai pas dit de bêtises, c'est bien. Ce qui veut dire, et d'après nos infos aussi par rapport au FC Nantes, ce serait le seul joueur qui serait amené à partir dans ces conditions-là. Ça veut dire aussi que Nantes a peut-être pas tout fait pour le retenir. Non, Nantes a sans doute pas tout fait pour le retenir, mais après, si on compare avec les derniers dossiers
show, entre guillemets, des jeunes formés au club, c'est totalement différent, puisque je pense à Baptista Mendy, qui n'a pas encore officiellement signé, Baptista Mendy qu'on peut voir en photo ouais, également. ou à Abdoulaye Dabo. Ce sont deux jeunes issus de la région nantaise. Baptista Mendy est originaire de Saint-Nazaire, Abdoulaye Dabo du quartier Bellevue. Ce sont deux forts potentiels qui étaient régulièrement appelés en équipe de France, même si Kamal Bofunta est appelé aussi quelquefois en équipe de France U16. Au niveau du potentiel, je trouve que c'est un peu plus léger quand même que les deux premiers. Et c'est pas un enfant de la région de Nantes, puisqu'il vient de Lyon. La difficulté pour le club aujourd'hui, c'est aussi de créer des jurisprudences. Il y a 2 ans, le club n'imaginait pas faire signer des contrats professionnels à des joueurs de 16 ans. Il a cassé une barrière pour garder Abdoulaye Dabo. C'est historique dans l'histoire du FC Nantes. C'est le historique. plus jeune joueur à signer un contrat pro. Ouais. Donc après, je pense qu'il n'a pas envie que ça se répète non plus sur des jeunes dont il y a quand même une incertitude sur leur devenir plus tard. Et certains ont besoin de plus de temps, plus de maturité pour grandir. Donc si demain tout le monde se met à faire ça, il ne peut pas proposer un contrat pro à tous les joueurs de 16 ans qui sont actuellement au FC Nantes. Donc malheureusement, il sera obligé de choisir et de cibler ceux qu'il veut garder et ceux dont il sait aussi qu'il y a peut-être un attachement au club qui peut leur permettre de grandir sur la durée. Donc c'est une stratégie mais qui est compliquée à mettre en place pour le club quand on se fait attaquer aussi vite sur des jeunes aussi jeunes. Il y a de l'agressivité de la part évidemment des clubs européens, notamment allemands, qui n'hésitent pas à mettre, au lieu de mettre 40 millions d'euros sur un joueur qui va avoir 20-21 ans et qui est déjà un petit peu connu, préfèrent aller chercher 4-5 ans plus jeune et puis se dire à la revente évidemment ce sera bénéfique. Alors on a posé la question au FC Nantes de savoir s'il y avait un plafond pour la signature de contrat pro pour les jeunes. Il n'y en a pas, ils peuvent faire signer ce qu'ils veulent en termes de contrat pro. Après, évidemment, c'est ce qui va avec, le salaire, et puis ce qu'ils leur promettent aussi en termes de jeu et de temps de jeu surtout. On parlait d'Abdoulaye Dabo, on rappelle, 16 ans, plus jeune joueur donc, du FC Nantes a signé professionnel. La Juve qui avait émis une offre ferme, c'est ce qu'on a appris, de président à président, il y avait une offre ferme de 6 millions d'euros de la part de la Juventus de Turin. Tu confirmes, Jean-Marcel ? Oui, c'était... C'est aussi ce qui a un peu réveillé la présence du FC Nantes qui s'imaginait. Marquita qui s'est mis dans le dossier. Voilà, pour le garder. Il y a eu, c'est l'exemple type, je trouve, de ce qui peut se passer aujourd'hui, de la spéculation qu'il y a sur les jeunes joueurs. Et en même temps, ça a été un dossier très bien traité en interne et des liens qu'il peut y avoir avec notamment le quartier de Bellevue, le poids de l'environnement familial. On sait aussi que les jeunes joueurs, il y a un taux d'échec très fort dans les centres de formation. Ce taux d'échec-là grandit lorsqu'on part à l'étranger. Je pense qu'Abdoulaye Dabo a fait le choix du long terme. Voilà. À une époque, on a plutôt tendance à valoriser les impatiences. Il a fait le choix du long terme pour avoir le maximum de chances de réussir et d'atteindre d'abord son objectif premier qui est de passer professionnel. Et réponse définitive dans le cas de Baptista Mendy, ce sera en début de semaine prochaine, nous a-t-on dit, mais a priori à 99%, son cas est réglé, il restera du côté du FC Nantes et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, notamment pour l'Arlève. Allez, on revient sur le cas de la réserve du FC Nantes sur cette fameuse Nationale 3. On l'a dit dès le début de la saison, on n'a pas vu Claudio Ranieri et son staff aller piocher, aller venir voir ce qui se passait en équipe réserve. C'était le reproche qu'on a pu faire à Claudio Ranieri. Un seul joueur, on va le voir en photo également, c'est Santi Ngom qui a fait le chemin inverse de la N3 jusqu'au professionnel. Santi Ngom qui lui a réussi à convaincre Claudio Ranieri. La faute, elle en incombe totalement à l'entraîneur italien, au tacticien italien. Oui, parce que ça dépend de lui. C'est lui aussi qui a un peu coupé son groupe du reste du club. Donc, et puis en Santi Ngom, c'est pas un joueur non plus formé on est sur de la post-formation, on n'est pas sur de la formation. 25 ans déjà. Voilà, donc c'est pas tout à fait le même profil. Et puis il n'y a pas non plus que jouer jouer un match de Ligue 1, il y a aussi intégré un groupe pro et il l'a très très peu fait, pour pas dire pas fait du tout, si ce n'est la semaine dernière, mais parce qu'il était en pénurie de défenseurs avec notamment Basila et Karamoko. Voilà. Effectivement. Alors, compliqué aussi pour tous ces jeunes, ces 23 dont on parlait là, de se dire je peux avoir une chance quand on voit qu'au-dessus, finalement, on n'en a rien à fiche. Après, j'irai pas jusqu'à dire c'est compliqué pour ces jeunes-là parce que justement ils ont quoi, 18, 19 ans pour la plupart. Donc je pense que ils savent qu'il faut être patient, qu'il faut pas non plus se voir jouer en Ligue 1 à 18 ans, 19 ans, à part les phénomènes comme Mbappé, comme Dembélé. La plupart des jeunes attendent quand même un certain temps avant
avant de jouer régulièrement en Ligue 1. Mais après, c'est vrai que je peux comprendre les joueurs qui voient par exemple dans d'autres clubs des jeunes être intégrés à l'entraînement, au moins sans forcément faire partie du groupe professionnel en Ligue 1, d'être sur la feuille de match. C'est très rare de voir des jeunes du FC Nantes évoluer à l'entraînement avec les pros. Être au contact de professionnels, parce que je pense que même le fait de s'entraîner avec des professionnels, ça leur permet de s'améliorer, même sans prendre part au match le week-end. Il y en a un, Pierre Hakim, qui a participé en tout début de saison, notamment aux entraînements des pros. C'est celui qu'on va voir, c'est Randal Colomoni, qui était dans le groupe professionnel depuis le début de la saison, qui en est ressorti bizarrement, on ne sait pas pourquoi. Ça fait partie aussi des potentiels du FC Nantes, ce garçon qui est dans sa première année, il finit sa première année professionnelle sur les 2 ans de contrat qu'il a. Ouais, c'est les 3 ans de contrat qu'il a. Sur les 3 ans, ouais. En fait, Randal Colomoni faisait partie des 4 joueurs qui ont été rajoutés en fait, au groupe de Claudio Ranieri. Il n'était pas là lors de la reprise, mais au moment où ils sont partis en stage, il y a eu David Alcibiade, Samuel Moutoussamy, Najib Gandhi et Randal Colomoni qui ont donc participé, qui ont rejoint le groupe en stage. Et je pense que Ranieri l'a découvert à ce moment-là, parce que ça m'étonnerait qu'il le connaissait avant. Et donc il a participé. Bon joueur, Colomoni. Franchement, c'est un bon joueur. Il avait fait une très bonne saison entre la CFA et le U19 l'année dernière. Là, il a eu un début de saison un peu plus compliqué, on va dire un peu tronqué, parce qu'il s'entraînait avec le groupe pro, il n'était pas forcément dans le groupe de N3, donc en fait, il ne jouait pas le week-end. Ah, il était entre les deux. Il était entre les deux. Et il a commencé à jouer, il a fait des performances un peu plus en demi-teinte quand il a commencé à jouer avec la N3. Mais par contre, là, depuis 2018, il est très régulier, et il est surtout très décisif, parce que pour comparer à d'autres joueurs qui évoluent à son poste, comme Eli Youan par exemple, qui est également numéro 9, Randal Colomoni a cette particularité de pouvoir évoluer aussi sur le côté. Et Pierre Aristou, il le fait parfois jouer au poste d'ailier droit. Et il montre des aptitudes qui pourraient, d'ici peut-être 1 ou 2 ans, lui permettre de jouer en Ligue 1. Quelque chose à rajouter sur Colomoni? Colo, c'est Sergio Contessao qui le lance dans le groupe pro sur un déplacement à Bastia. Donc c'est lui qui l'intègre. Et je pense que Ranieri prend la suite parce qu'il a besoin de joueurs pour faire le nombre en attendant que tout le monde revienne et puis en plein mercato. Donc il prend ceux qui étaient là. C'est quasiment un peu un hasard, quoi. Il ne le fait pas parce qu'il en est convaincu. Le problème après, c'est ce qu'on en fait. Et si on prend un jeune aujourd'hui pour en faire le 26, 27e d'un groupe, il n'y a rien de pire que ça, que de le faire attendre, quoi. C'est bien qu'il soit autour d'un 21e à 22e, qu'il sente qu'il va avoir sa chance, qu'il est là à la fois pour apprendre mais pour avoir sa chance demain. Et c'est vrai que Colo a eu du mal aussi à revenir, parce qu'il n'y a rien de pire d'avoir goûté au monde pro, de redescendre après, forcément ça tergiverse un peu. C'est là qu'on voit la force mentale d'un joueur aussi, non? Oui aussi, mais ça dépend aussi dans quelles conditions ça se fait, quoi. S'il n'y a pas de logique, effectivement, ça peut être un petit peu bizarre. Alors, on essaie de vous montrer un petit peu, entre guillemets, même si vous les connaissez, puisque vous suivez l'actualité du FC Nantes, mais les nouvelles pépites, peut-être, qui viendront garnir les rangs des effectifs professionnels dans la saison prochaine, on l'espère. On va parler maintenant de celui qui ravit le public de Sopin depuis qu'il a intégré le groupe de Pierre Aristouille. C'est Imran Louza, l'international, pour l'instant, marocain. U19, marocain. U19. À qui on a demandé, j'imagine, au niveau de l'équipe de France, de savoir s'il était intéressé aussi pour jouer avec les Bleus. C'est une super découverte, ce joueur, Pierre Hakim. Oui, c'est un très bon joueur. C'est un joueur milieu de terrain. Milieu de terrain, ouais. C'est vraiment dans. Jean-Marcel pourra le confirmer, dans le profil des milieux de terrain que forme le FC Nantes. Par exemple, je pense à Valentin Rongier, donc, que tout le monde connaît, Teddy Bourriot, qui est peut-être un peu moins connu, mais qui est capitaine de N3. Imran Louza, derrière il y a le petit Mathis Thévenin, donc c'est des joueurs, des petits milieux de terrain très, très habiles avec le ballon et qui rechignent pas. Sur les efforts, donc je pense que Nantes s'est fait une spécialité à certains postes, et ce poste-là c'est intéressant. Et pour revenir donc sur Imran Louza, c'est un milieu de terrain gaucher qui a vraiment un très bon pied gauche, que ce soit pour frapper les coups de pied arrêtés ou pour... Qui marque beaucoup. Finisseur, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Finisseur. Hein. Il se découvre un talent de finisseur cette année parce que... Enfin, il a 19 ans. Oui, non, mais parce que les années précédentes, il jouait en fait dans un rôle de 6-8. Et avec la concurrence et justement le fait qu'il y ait beaucoup de joueurs de ce profil-là, Pierre Aristouille et Stéphane Ziani en U19 le font parfois jouer en numéro 10, et donc il est plus proche du but et donc plus à même de marquer. C'est un joueur, au-delà des qualités techniques, c'est un joueur aussi qui sent le jeu. C'est un joueur intelligent dans la gestion des espaces.
qui est bon dans les duels, malgré, on peut le voir un peu frêle comme ça, on peut dire qu'il va se faire manger face à des gros colosses, et il a un peu comme Valentin, c'est quelqu'un qui va anticiper et qui peut gratter énormément de ballons. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui est très très complet, je trouve déjà, qui est peut-être le plus complet à cet âge-là de toute cette génération-là, en tous les cas. À titre de comparaison, Valentin Rongier, puisque vous en parliez, eh bien, à cette époque-là, lorsqu'il jouait qu'il était moins de 19 et qu'il jouait avec la réserve, il avait joué uniquement 85 minutes dans la saison avec l'équipe réserve, au même âge qu'Imran Louza, qui lui en est déjà à 13 matchs avec la réserve, et qui est l'un des piliers finalement maintenant de l'équipe de Pierre Aristouille au milieu. Il s'en sépare plus. Complètement, ouais. Alors, un autre jeune joueur, puisqu'on parlait du problème de latéral gauche chez les professionnels. Là, ça fait sourire évidemment Pierre-Hakim et Jean-Marcel, puisque c'est Kofi Gigi qui est obligé de dépanner à gauche. Ouais. Il y avait un garçon qui s'appelle Wesley Moustache, qui joue en National 3 également, en réserve, qu'on va pouvoir découvrir sur ces images, qui lui est un vrai spécialiste du poste et qui lui aussi aurait mérité d'avoir sa chance cette saison. Au moins dans le groupe pro, moi je trouve que c'est quelqu'un qui est monté en puissance toute la saison, notamment dans les duels, dans l'impact, dans les efforts, dans les courses. Enfin, je trouve qu'il a énormément progressé cette saison. Je ne le voyais pas à ce niveau-là. Enfin, moi, il m'a épaté, notamment là, depuis janvier, quoi. Après, il a encore aussi des choses à apprendre, puisqu'il est responsable d'un but, notamment à Angers le week-end dernier. Mais on sent que physiquement, par rapport à sa génération, il est déjà au-dessus, quoi. C'est quelqu'un qui peut aller dans l'impact et dans le duel sans problème par rapport à ces postes-là. Ça veut dire aussi est-ce qu'il a les qualités et les défauts de ces latéraux contemporains, savoir toujours monter, prendre le couloir et moins défendre? Ouais, grosso modo, on peut dire ça, parce que c'est vraiment quelqu'un qui est dans le profil, se rapproche un peu de latéraux gauche comme Benjamin Mendy, Ferland Mendy de Lyon. C'est des joueurs qui sont vraiment portés vers l'offensive et qui ont vraiment une grosse puissance dans les duels, au niveau des courses, une grosse détermination. Après, c'est vrai que c'est peut-être un peu des fois compliqué défensivement. Les supporters qui avaient vu la demi-finale l'année dernière, le quart de finale pardon, de Gambardella face à Marseille l'année dernière, s'en souviennent peut-être. C'est lui qui concède le penalty la plus grande joie de Jean-Marcel d'ailleurs. Le penalty décisif dans les dernières minutes. Et c'était dommage d'ailleurs, parce que c'était un de ceux qui avait fait le meilleur match. Et malheureusement, peut-être il a peut-être des problèmes de concentration des fois derrière, mais ça c'est souvent le cas avec les défenseurs à cet âge-là, puisqu'il y a un défenseur qu'on évoquera sans doute un peu plus tout à l'heure, qui a les mêmes problèmes. Avec Thomas Bassila peut-être. C'est ça. Thomas Bassila qu'on va pouvoir voir en photo et découvrir. International français également dans les équipes de jeunes. Là, il est en moins de 20. U19. U19, ouais. Mais voilà. Il s'est qualifié pour l'Euro U19 récemment là, avec l'équipe de France. Alors Thomas Bassila, c'est le profil aussi qu'on peut certainement rechercher du côté du FC Nantes. Il est comment, propre dans la relance. À qui on pourrait le comparer? Je ne sais pas sur les comparaisons, parce que déjà il dégage une vraie assurance à son poste derrière. Enfin, c'est quelqu'un qui est serein, qui dégage de la sérénité. C'est quelqu'un qui est bon dans les duels, qui a une bonne première relance. C'est quelqu'un qui est vraiment au-dessus dans sa catégorie d'âge. Enfin, moi, quand je le revois revenir en U19, on sait il vient pour renforcer, mais il n'a rien à faire là. C'est pas là qu'il va progresser. Donc après, c'est à lui de franchir le petit escalier encore pour aller vers le monde pro. Mais aujourd'hui, pour moi, il a plus rien à faire en U19, quoi. Si Valdemar Kita décide de recruter un entraîneur formateur, éducateur, est-ce qu'on a des chances de retrouver Thomas Bassila dans le groupe pro l'année prochaine? Je pense que même s'il ne recrute pas un entraîneur éducateur ou formateur, pour moi c'est une évidence de le retrouver dans le groupe pro l'année prochaine. Il me fait penser, après, c'est vrai que l'entraîneur de Nice, Lucien Favre, est plutôt formateur, donc il a lancé déjà Malansar qui a le même âge que Thomas Bassila, qui est avec lui en équipe de France U19. Et qui joue depuis 3 ans. Qui joue depuis 2 ans avec Nice. Rudy Garcia, qui n'est pas forcément l'entraîneur formateur, a lancé Boubacar Kamara, un peu contraint et forcé il y a un mois, mais il l'a fait. Et quel bon joueur. Quel bon joueur. Et lui aussi joue avec Thomas Bassila en équipe de France U19. Et le dernier défenseur central de cette génération en équipe de France, c'est Dan Axel Zagadou, qui joue à Dortmund, qui n'avait pas signé son contrat avec Paris l'été dernier, donc qui a fait quasiment toute la première partie de saison avec Dortmund. Donc à mon avis, ça doit lui donner des idées un peu. Il doit avoir les jambes qui le démangent un peu, Thomas Bassila. Et honnêtement, je pense vraiment
qu'il fait partie des deux avec Wesley Moustache qui auraient pu jouer cette année en Ligue 1 et qui n'auraient pas eu trop de mal à s'intégrer dans ce championnat de France. Et au-delà du potentiel que décrit Pierre Hakim, c'est aussi un vrai problème aussi pour les formateurs du FC Nantes d'avoir les sélectionnés qui, lorsqu'ils vont en sélection, voient ce que se passent leurs camarades de club et ça met aussi une pression sur le joueur, ce qui, notamment, s'il n'a pas sa chance, c'est des envies de départ. Donc c'est vrai qu'il arrive à un âge où aujourd'hui, il faut qu'il franchisse un palier, en tous les cas. Juste pour prendre l'exemple des qualifications pour l'Euro U19, qui avait lieu en mars, et Thomas Bassila et Eli Youan faisaient partie de cette génération-là. La plupart des joueurs avaient déjà eu au moins quelques minutes en pro. Et ce qui est encore plus flagrant, c'est qu'il y avait deux joueurs surclassés dans cette génération-là, des joueurs nés en 2000, Amine Gouiri de Lyon et Lini Pintor de Brest, et même eux avaient eu du temps de jeu en professionnel. Et donc Thomas Bassila et Lyon faisaient partie des rares joueurs à se contenter de National 2, National 3, ou voire U19. Donc j'imagine que c'était un peu frustrant pour eux. Effectivement, on peut voir la photo d'Eli Youan en même temps, puisque vous en parlez de l'attaquant également qui joue en National 3 et puis avec les 19 aussi, puisqu'il est U19. Moi, c'est une question que je voulais vous poser parce que, effectivement, vous me parlez de tous ces jeunes joueurs qui évoluent en Ligue 1, que ce soit Malang Sarr, que ce soit Camara. On voit aussi en Europe, Upamecano, Konaté, à Leipzig. Pourquoi, à Nantes, on ne lance pas des jeunes comme ça, qui ont 18-19 ans? À chaque fois, on nous dit non, il faut attendre qu'ils arrivent à maturité. En fait, ça va rejoindre un peu ce que je disais tout à l'heure, mais il y a les phénomènes qui jouent tôt, très tôt, qui jouent en pro très tôt. Et après, il y a des joueurs qui ont une formation une progression plus linéaire. Je pense qu'il y en a pas mal à Nantes, des comme ça. Et d'ailleurs, les joueurs qui jouent actuellement en Ligue 1 à Nantes et qui sont issus du centre de formation, Léo Dubois, Abdoulaye Touré, Valentin Rongier, etc., ce sont des joueurs qui ont une progression linéaire, qui ne sont pas arrivés à 19 ans comme titulaires en Ligue 1. La plupart sont arrivés à 2 ans et demi, 3 ans. Ouais, 21 ans, 22 ans. Il n'y a pas de vérité. On peut avoir ce type de joueur et on peut avoir aussi l'autre type de joueur comme Thomas Bassila. Tu étais le premier à le reconnaître. Il aurait pu jouer en Ligue 1. Thomas Bassila aurait pu jouer. Et d'ailleurs, après, moi, je pense pas que ce soit forcément un problème propre au FC Nantes. Je pense que c'est le profil de l'entraîneur. Parce que si Conceição était resté, Randal Colomani aurait joué, Thomas Bassila aurait joué, et je pense que Wesley Moustache aurait joué, parce que Wesley Moustache, il ne s'était pas entraîné avec les pros l'année dernière, mais Thomas Bassila et Randal Colomani, si, et ils avaient tous les deux tapé dans l'œil de Conceição, mais Conceição entretenait vraiment un lien entre l'équipe professionnelle et l'équipe réserve. Donc il aurait forcément remarqué Wesley Moustache, il l'aurait invité à participer aux entraînements avec le groupe pro, et s'il avait été bon, peut-être qu'il l'aurait fait jouer en Ligue 1. Je pense pas que ce soit vraiment un problème de propre FC Nantes, mais c'est vraiment l'entraîneur qui est un peu le maître, c'est lui qui a les cartes. C'est lui qui a les cartes en main. Et c'est vrai que le contexte a aussi changé aujourd'hui autour des jeunes, et je pense que le FC Nantes, qui s'est longtemps donné du temps pour les progresser, aussi pour ne pas les griller, en a pris conscience, et Thomas Bassila est aujourd'hui à l'origine de la colère présidentielle, et notamment vis-à-vis de Ranieri. C'est le match à Lille où la défense centrale est décimée, et où Valdemar Kita reproche publiquement pour la première fois à Claudio Ranieri de ne pas avoir fait appel au centre, et notamment à Bassila pour déjà lui donner du temps de jeu quand la situation s'y prête. Effectivement. Alors on repart. Le Colomboigny de Louvambo qui eux finissent leur première année première année de contrat pro sur les trois qu'ils ont signés. Youan c'est jusqu'en 2022, Louza jusqu'en 2021, Moustache 2021, Bassila également 2021. On termine, messieurs, sur cette formation. On pourrait rester des heures à en parler. Ouais. Mais sur un petit jeune, c'était Mathis Thévenin que Jean... Je pense que voilà, Jean-Marcel, la première fois qu'il l'a vu jouer, il est tombé amoureux de lui. Donc, il peut en parler. Il n'y a pas mieux que Jean-Marcel pour en parler. Bon, voilà, on le voit sur ces images. C'est ce petit jeune joueur là qui est au milieu avec la couleur sur la tête. Voilà, les cheveux peroxydés. Moi, j'avais demandé à Pierre Hakim, parce que moi je l'avais joué dans le choc des U19 entre FC Nantes et Angers, et Pierre Hakim, qui suit plus souvent que moi les U19, je lui avais demandé si le petit Thévenin faisait une prestation énorme ce jour-là, ou s'il était tout le temps comme ça. Il m'a dit non, il est tout le temps comme ça. Il ressemble vraiment à ce qu'on a dit sur Louza. Voilà, c'est pareil, un sens du placement. Moi je l'avais vu en plus, il joue à côté de Mendy, qui en termes d'impact est costaud, et en fait on se rend compte qu'il gratte énormément de ballons, et qui techniquement il est doué. Enfin, il a une habileté, il est élégant en plus sur le terrain. C'est vraiment
Moi, ouais, j'étais sur le charme de ce qu'il avait pu dégager. Et Pierre Hakim me dit qu'il fait des prestations comme ça tous les week-ends. Mais après, il y a pas mal de jeunes comme ça au FC Nantes qui ont un profil, on va dire, pour parler vulgairement, ils payent pas de mine, mais vraiment, ils apportent quelque chose. Mathis Thévenin rentre dans cette catégorie. Il y en a un dont on parle pas beaucoup, c'est Nelson Araujo qui joue pareil au même poste au milieu de terrain, qui a fait la reprise avec la N3 en début de saison, qui lui aussi est très bon, mais sans être impressionnant physiquement. Et je pense que Nantes, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, fait une spécialité dans la formation de milieu de terrain plutôt axiaux, très, très, très doué avec le ballon, très à l'aise avec le ballon. Et après, à eux de les lancer maintenant en Ligue 1. Mais et c'est vrai que c'est dommage après, quand on voit après, c'est de recruter j'ai rien contre Giroto et Crine. Mais quand on des joueurs moyens. Quand on voit tout le potentiel, dans tous les cas, derrière, alors certains, il faut les laisser grandir, ils ne sont pas prêts non plus, comme disait Pierre Hakim. Valentin Rongier, il n'a pas intégré la Ligue 1 à 19 ans. Mais en tous les cas, on sent qu'il y a du potentiel derrière, et à un moment, il faudra bien leur offrir quelque chose. Teddy Brouillot, par exemple, n'a jamais fait d'apparition avec première, et on voudrait voir qu'est-ce qui vaut à l'étage supérieur. Et je pense que justement, le fait que ces joueurs Après, on finit. Après, non, mais c'est bon, on a le temps en régie en plus, ils sont peinards. Le fait justement que des joueurs comme Teddy Brouillot, qui sont des cadres de la réserve depuis plusieurs années, ne jouent pas en Ligue 1, il faudrait pas que ça donne de mauvaises idées aux plus jeunes qui vont se dire de toute façon pour nous c'est bouché, on jouera jamais en pro. Donc c'est vrai que ce serait bien, juste pour le symbole, même s'il y en a qui méritent vraiment de jouer en Ligue 1, juste pour le symbole de donner leur chance à quelques-uns, pour que les joueurs se disent on a un avenir à Nantes, on n'est pas condamné à jouer uniquement en équipe réserve. Ou alors c'est les prêts, ce qu'a fait Abdoulaye Touré par exemple, ou le prêt du Poiré lui avait fait énormément de bien pour derrière réintégrer le groupe pro. Bon, en tout cas, pour une dernière petite info, apparemment, David Alcibiade et Gandhi également, et bien Najib Gandhi ne seront plus dans l'effectif, logiquement, nantais la saison prochaine, eux qui sont en fin de contrat. C'est ce qui nous a été, en tout cas, bien soufflé à l'oreille. On va évidemment vous remercier. On va vous donner ce dernier tweet en vous rappelant le décès d'Henri Michel survenu bien, à la mi-journée. C'est DPI qui nous dit « 2018 nous a donc pris le plus grand buteur de l'histoire du club » avec évidemment Gondet. Ça y est, c'est son prénom que j'ai du mal à me souvenir. Philippe Gondet, merci. Le plus fidèle et emblématique kiné de l'histoire du club, avec Philippe Daguillon, et puis le plus grand joueur de l'histoire du club, donc Henri Michel. C'est vrai que 2018 n'a pas été très très sympa avec le FC Nantes depuis ces 4-5 premiers mois. Merci à Pierre Hakim Ougourny, merci à Jean-Marcel Boudard. Je sais qu'il y a beaucoup de travail, donc on va s'arrêter là parce qu'on pourrait en parler des heures de la formation nantaise. Vous pouvez évidemment retrouver ce Canard Replay en podcast dans quelques minutes. On va remercier toute la régie. Et puis, retrouvez-nous mardi prochain pour un nouveau numéro de Canard Replay. Oui, mardi 1er mai, on sera bien en direct à 15h30 pour une nouvelle émission. Très bonne semaine à toutes et à tous et à très vite. Bye bye.